Il y a un proverbe, horrible, il y a un proverbe égyptien qui a dit il n'a pas pu juguler la monture, il s'est vengé sur la selle. Donc là, on ne peut pas, si vous voulez, accabler Twitter qui n'est qu'un instrument de l'expression. Mais si vous le supprimez, cette expression intolérante... Vous ne pouvez pas le supprimer, mais vous pouvez vous retirer, par exemple. Vous pouvez dire, vous vous retirez de Twitter. Toute une partie de l'immigration arabo, afro, afghano, pakistano-islamique est effectivement antisémite. Voilà, elle est antisémite, elle est homophobe, elle est sexiste, ça existe et c'est biberonné même depuis dans les familles. Je veux dire, c'est ce que disait Al-Khatmi dans l'extrait que vous avez passé. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que l'antisémitisme réapparaît en France avec les vagues successives d'immigration. L'antisémitisme originel blanc chrétien a été terrassé en 1945 sous les tonnes de honte et de regrets de la Shoah. Voilà. Et donc il y a une résurgence de l'antisémitisme. Par l'évolution de l'Église. Et par l'évolution de l'Église. Donc il y a cette résurgence de l'antisémitisme, elle arrive par les vagues successives d'immigration, notamment après 1980. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les regrets de Laetitia Avia, etc., c'est complètement hypocrite parce que ce sont des gens qui, par ailleurs, encouragent l'arrivée de centaines de milliers de personnes chaque année, dont une grande majorité de musulmans, qui ne seront pour la plus grande majorité pas des chances pour la France, mais des problèmes quand ça ne sera pas des drames. Donc il faut bien lier cette question de la résurgence, de l'explosion de l'antisémitisme qu'on a vu, avec le phénomène migratoire. Et donc l'islamisation de la France que d'aucuns cherchent à nier, elle trouve là une expression clair, identifié, au vu et au su de tous. Excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que tous les musulmans, tous les immigrés sont des antisémites. J'ai dit une grande partie. Non. Bon, j'ai pas dit ça. C'est bien, mais il faut surtout pas dire ça. Non, mais d'accord, mais... Ne disons pas ça. Deuxièmement, c'est pas ça. Attendez, Gérard, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que 100% des attaques antisémites viennent de ça, ce qui est différent. Ça non plus, c'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas dire 100%. Il y en a d'autres, sans doute. Il y a aussi quand même... D'accord, 98%. Non, mais on est en plein déni, là. Non, arrêtez de dire qu'on est en plein déni, parce que je commence par dire, bien évidemment, qu'il y a un vrai problème de l'antisémitisme lié à l'islamisme, notamment chez les jeunes écartés. C'est clair ? Désolé, mais pas à l'islamisme. Vous avez mis 40 ans à le reconnaître, donc on peut le saluer. Je dis simplement qu'on ne peut pas dire que tous les musulmans sont antisémites. Et personne dit ça, Gérard. D'accord. Mais deuxièmement, Gérard, vous êtes fascinant. Arrêtez de protéger les musulmans et une partie des musulmans. Indignez-vous de l'antisémitisme. Je m'indigne de l'antisémitisme. Non, vous êtes en train de... Les gens, ils s'indignent. Je m'indigne de l'antisémitisme. C'est extraordinaire, ça c'est comme les gens au moment où... Arrêtez, vous n'avez pas le monopole, excusez-moi, de la lutte contre l'antisémitisme. C'est exactement comme ceux qu'au moment où on leur des attentats, on est contre l'islamophobie. Pour répondre à Elisabeth Lévy, vous avez raison. Et on va changer de sujet. Il y a même une école juive qui va ouvrir bientôt à Dubaï. Effectivement, il y a des relations. Mais attention, les relations interétatiques entre les dirigeants du monde arabe et Israël ne veut pas dire qu'il y a une adhésion de la rue arabe à ces relations-là. Donc en fait, les sociétés arabes, indépendamment de la superstructure, pour parler comme Marx, restent profondément comme les sociétés arabes ont été manipulées par leurs dirigeants. Et sur ce que tu disais, Gérard, il y a un instant sur Twitter, je suis désolé, Twitter est un moyen d'expression. Si il y a des choses illégales sur Twitter, la loi et le juge ont parfaitement les moyens d'aller voir qui a écrit quoi et de les traduire dans la justice. Donc le problème, c'est pas un moyen d'expression, le problème c'est qu'il n'y a pas de poursuite la plupart du temps, et à la fois la justice ne cherche pas les poursuites, et donc effectivement ça devient ce question de réserve. Dans la loi séparatiste, un dernier mot, allez, on change de sujet. Les juifs de France devraient quand même demander un certain nombre de comptes à des organisations comme la LICRA, comme l'UEJF, et comme d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels juifs qui ont poussé cette invasion migratoire depuis les années 80 avec les vagues successives. D'abord, les juifs de France, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Si, il y a pas quelqu'un qui parle au nom des... Il y a des musulmans de France, il n'y a pas quelqu'un qui parle au nom des... Mais eux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Toute une partie de l'immigration. Non, parce qu'ils défendent effectivement, ils ont défendu les vagues migratoires. Ils défendent de manière inconsciente l'islamisation de la France par la défense effectivement d'un certain nombre d'associations. Voilà. L'islamisation. Oui, parce qu'ils considèrent, parce que je comprends ce qu'il veut dire. Parce que SOS racisme, effectivement. Il y a un phénomène. Parce qu'elle veut s'arrêter. Je termine mon propos. Il y a juste un phénomène qui consiste pour un certain nombre d'intellectuels juifs à assimiler la défense de l'identité française à du nazisme. Et donc face à ça, eh bien on autorise un déferlement migratoire, on accueille les immigrés comme si c'était des
juifs dans les années 40, sauf que c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on le découvre. Et notamment au Seine-Saint-Denis, comme vous l'avez dit. C'est le revers de la médaille d'islamisation de la France. Et Seigneur, ça serait pas un sujet. Pourquoi on parle de ça ce matin ? S'il n'y avait pas d'islamisation de la France et c'était un fantasme d'extrême droite, comme tous les progressistes le disent, pourquoi on parlerait de ça ce matin? Mais c'est pas la peine de nous on parle de ça ce matin parce qu'il y a un phénomène d'islamisation que tout le monde cherche à nier. Mais si, un phénomène d'islamisation de l'islam. Quand l'ampleur de l'antisémitisme arrive aux chaînes de télé, c'est qu'il y a un problème. Il a nommé un énième businessman de la misère supplémentaire qui s'appelle Yacine Bellatar. Lui-même est responsable. Je pense qu'il est revenu sur la nomination de Yacine Bellatar. Il l'a nommé. Tous les présidents de la République ont nommé des businessmen de la misère. Pour répondre à Elisabeth Lévy, vous avez raison. Et on va changer de sujet. Il y a même une école juive qui va ouvrir bientôt à Dubaï. Effectivement, il y a des relations. Mais attention, les relations interétatiques entre les dirigeants du monde arabe et Israël ne veut pas dire qu'il y a une adhésion de la rue arabe à ces relations-là. Donc en fait, les sociétés arabes, indépendamment de la superstructure, pour parler comme Marx, restent profondément comme les sociétés arabes ont été manipulées par leurs dirigeants. Et sur ce que tu disais, Gérard, il y a un instant sur Twitter, je suis désolé, Twitter est à moins d'expression. S'il y a des choses illégales sur Twitter, la loi et le juge ont parfaitement les moyens d'aller voir qui a écrit quoi et de les traduire dans la justice. Donc le problème, c'est pas un moyen d'expression. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poursuite la plupart du temps. Et à la fois, la justice ne cherche pas les poursuites. Et donc, effectivement, ça devient ce question de réserve. Dans la loi séparatisme, il y a des mesures là-dessus. J'attends de voir leur application. Il y a des règles qui s'appliquent à tous les médias. C'est-à-dire que nous, ici, c'est-à-dire qu'un journaliste tient des propos antisémites, il est poursuivi. Mais sur Twitter, c'est pas le cas. Parce que les gens... Mais excusez-moi, il y a quelque chose sur Twitter qui s'appelle l'anonymat. Mais non, parce qu'il y a des adresses IP. Si vous cherchez, vous allez les trouver. Mais si, mais bien sûr. Si. Mais dernier mot, on change de sujet. Les Juifs de France devraient quand même demander un certain nombre de comptes à des organisations comme la LICRA, comme l'UEJF, et comme d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels juifs qui ont poussé cette invasion migratoire depuis les années 80 avec les vagues successives. D'abord, les Juifs de France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Si, il y a pas quelqu'un qui parle au nom des. Il y a des musulmans de France. Il n'y a pas quelqu'un qui parle au nom des. Mais eux, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Toute une partie de l'immigration. Non, parce qu'ils défendent effectivement, ils ont défendu les vagues migratoires. Ils défendent de manière inconsciente l'islamisation de la France par la défense effectivement d'un certain nombre d'associations. Voilà. Oui, parce qu'ils considèrent, parce que je comprends ce qu'il veut dire. Parce que SOS racisme, effectivement. Il y a un phénomène. Pascal veut s'arrêter. Je termine mon propos. Il y a juste un phénomène qui consiste pour un certain nombre d'intellectuels juifs à assimiler la défense de l'identité française à du nazisme. Et donc face à ça, eh bien on autorise un déferlement migratoire. On accueille les immigrés comme si c'était des juifs dans les années 40, sauf que c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on le découvre. C'est le revers de la médaille d'islamisation de la France. Et Seigneur, ça serait pas un sujet. Pourquoi on parle de ça ce matin? S'il n'y avait pas d'islamisation de la France et c'était un fantasme d'extrême droite, comme tous les progressistes le disent, pourquoi on parlerait de ça ce matin? Mais c'est pas la peine de nous on parle de ça ce matin parce qu'il y a un phénomène d'islamisation que tout le monde cherche à nier. Mais si. Un phénomène d'islamisation de l'islam. Quand l'ampleur de l'antisémitisme arrive aux chaînes de télé, c'est qu'il y a un problème. Moi, je mettrai pas le curseur sur ce côté-là. Moi, oui, je disais que j'allais faire mon messia. Ça m'étonne pas que vous ne le fassiez pas. Non, ben voilà, exactement. Je pense que nous sommes en fait gouvernés par des extrémistes. Parce qu'on nous expliquait il y a quelques mois, quand l'Italie était l'épicentre de l'épidémie, que organiser un match et faire venir de la région la plus affectée d'Italie, en l'occurrence Turin, 4000 supporters pour assister à un match, on vous expliquait que rétablir les frontières, même mettre des thermomètres... C'était le 15 février. Oui, mais d'accord, mais enfin, on avait eu la Chine avant, enfin, il y avait quand même... Et donc, si vous voulez, à l'époque, on nous a expliqué qu'on pouvait rien faire, et donc des milliers de personnes pouvaient déferler en France, avec transmetteuse ou pas du virus, et là... On vous dit, on ferme en 48 heures, vraiment sans aucun recul. Vous allez avoir alors pour les personnes, peut-être que mais pour les personnes, peut-être que ça se justifie. Mais pourquoi les marchandises, enfin les camions qui vont rester 48 heures avec des marchandises qui vont pourrir. Je vous rappelle quand même que le Royaume-Uni, il y a un chauffeur dans le camion, non? Oui, mais il y en a un. Enfin, attendez, d'accord, mais enfin quoi, il y a quoi au total? Il y a combien? 150 personnes.
pour 150 ou 200 camions. Vous attendez un pudding pour Noël, mon cher Jean? Vous êtes contre la... Attendez, le Royaume-Uni est l'un des rares pays avec lequel nous avons en plus un excédent commercial. Donc en fait, cette mesure-là, effectivement, nous affecte. Mais le problème, c'est que tout est géré en dépit du bon sens. Les gens qui vous expliquaient que fermer les frontières, les gens qui vous expliquaient que fermer les frontières, c'était du populisme d'extrême droite, et qui aujourd'hui en 48 heures ferment tout, et c'est un blocus continental qu'on fait pour la Grande-Bretagne. Voilà. C'est pas seulement la France. Voilà. Non mais c'est l'Europe. Mais c'est pas la France. C'est l'Union européenne qui a pris une décision et tout le monde s'est exécuté. C'est pas la France. Donc vous êtes. Bah oui. Il faut laisser les Anglais continuer à venir en France. En tout cas, moi je conteste la méthode et l'ampleur, mais je ne conteste pas le principe. Vous mutez pas, en revanche. Je dis vous ne mutez pas. Vous êtes toujours dans le bon. L'assimilation a des limites. Je ne vais pas muter pour devenir un blond aux yeux bleus. Il est pour l'ouverture des frontières avec la Grande-Bretagne. Quoi que ça vous irait très bien. La mutation du virus. On vous dit que c'est hors de contrôle. Il y a deux arguments. Bien sûr. Pour répondre à votre question, Pascal Praud, il y a deux arguments. La première, c'est qu'il n'y a pas que des pays européens qui ferment leurs frontières. Mais tout à l'heure, un certain nombre de pays, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Suisse. Je pense pas que le docteur Blachier a raison. Israël, considérant qu'il n'y aura pas de reconfinement, moi je pense qu'il y en aura. Bon, donc et puis surtout, c'est pas notre intérêt, encore une fois, parce que la France est excédentaire par rapport au commerce britannique. Donc je vois pas quel est l'intérêt national français de fermer les frontières avec un des rares pays où nous avons un excédent commercial. On aura quand même entendu Jean Messia s'opposer à la fermeture des frontières. Non, mais c'est-à-dire, non, mais le problème, si vous voulez, c'est que moi, il faut pas être idéologue. Il a muté. Il faut pas être idéologue. Les gens qui nous expliquent que fermer les frontières c'est totalement impossible viennent dès hier de nous démontrer que c'est possible quand on le veut. Voilà, c'est tout. Donc une frontière, c'est comme une fenêtre. On voit que les Français n'aiment pas le faire. Oui, mais une frontière, c'est comme une fenêtre. Ça s'ouvre comme une porte. Ça s'ouvre ou ça se ferme. Il n'y a pas un principe intangible de fermeture totale ou d'ouverture globale totale. C'est une politique, c'est tout. Et ceci, ce qui s'est passé ne correspond pas à mon tempérament et n'aurait jamais dû se produire. J'ai mal réagi à l'égard d'un adversaire. C'est arrivé par accident et pas intentionnellement. Je m'excuse auprès de tous, de Stéphane Poche, de mes adversaires, de mes coéquipiers, de ma famille et de tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepte toutes les conséquences de son geste, de mon geste. Incroyable. Pourquoi moi, c'est ce que j'appelle... Alors Jean. Donc, est-ce que ça vous inspire? Vous n'êtes pas chrétien, le pardon des offenses, ça n'existe pas? Oui, ça existe pour tout le monde, mais ça n'existe pas pour une catégorie de personnes. Imaginez inverser les couleurs, là. Si ça avait été le joueur blanc qui avait craché sur le Marcus Thuram, on aurait eu quoi? On aurait eu une transe. Donc nous, on doit être pareil. Donc nous, on doit réagir différemment parce qu'il est noir. Je dis pas ça. Je dis simplement que ceux qui rentrent dans une espèce de transe politico-médiatique, quand par exemple l'arbitre récemment a simplement prononcé le mot noir pour désigner un joueur, ça a provoqué une mini-émeute, des genoux à terre, une interruption de match et une enquête dans la foulée. Donc c'est ce que j'appelle moi le racisme asymétrique. C'est-à-dire que le moindre mot maladroit d'un joueur blanc ou d'un blanc en général vis-à-vis d'un joueur noir, ça provoque un tollé du système progressiste du monde du sport, etc. Alors que les multiples agressions auxquelles on assiste de la part de l'immigration afro-arabe vis-à-vis des Blancs, ça passe comme des faits divers déracisés. Oui, mais donc cette asymétrie, ça m'énerve. C'est-à-dire soit... Alors, là, si je peux répondre à Jean, là, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que c'est... Non, mais alors, je vais vous dire... Moi, je veux... Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Je conclus. Je dis simplement que lorsqu'on s'indigne, l'indignation doit être généralisée. Lorsqu'on s'indigne dans un sens... Lorsqu'on s'indigne dans un sens, il faut s'indigner dans les autres sens aussi. Mais moi, je vais vous dire, je ne me suis pas indigné justement pour le match, pour l'histoire de l'arbitre roumain. J'ai trouvé cette accusation de racisme totalement délirante. Oui, parce qu'en fait, le type avait juste vu que l'autre était noir, il essayait de le distinguer des autres. Donc il y avait absolument zéro racisme. Mais précisément parce que je n'ai pas vu de racisme à ce moment-là, je vais pas... Le gars s'est excusé, on va pas non plus... Mais Elisabeth, la question n'est pas là. La question, elle est celle de la réaction du monde du sport et du monde politico-médiatique. Mais on ne parle pas de racisme. Mais parce que vous savez pas qu'il y a du racisme. Ah, parce que dans le cadre de l'arbitre, vous saviez que c'était du racisme.
Dans l'autre cas, il a employé un mot. Hein. Dans l'autre cas, il avait employé un mot. Alors, il avait employé un mot qui veut dire noir. Et voilà, merci Gérard. Non, qui n'est pas confusant. Si, c'est confusant. Quand on entend le mot négro. D'accord, mais enfin, non, c'est pas négro. Non, mais négro. Non, oui, mais ça veut dire noir. Combien nous reste-t-il de temps? Il nous reste Lilian une minute. Thuram avait d'ailleurs parlé de ce crachat dans une interview qu'il avait accordée à Brut. Mais le problème, il avait racisé le crachat. Oui, mais le problème, Jean, c'est que vous-même, vous instrumentalisez un fait et vous dénoncez les autres de le faire. Et vous faites la même chose. Je suis pas d'accord. Je vais défendre Jean parce qu'en fait, Jean a simplement dit qu'on n'avait pas réagi de la même façon dans l'autre cas. Et ça, c'est tout à fait. Je vous signale quand même, Pascal Pro, juste un petit complètement folle sur Twitter. Moi, je suis pas quand il y a eu dupe. l'affaire de l'arbitre, ne sachant pas encore l'histoire, je me suis immédiatement indigné. Je suis d'accord. Je l'ai exprimé. Mais l'indignation ne doit pas être sélective. Mais je suis d'accord, je passe mon temps.